Alors, comme vous l'avez déjà sans doute remarqué, moi j'ai eu deux grands axes d'enseignement d'une part et de recherche d'autre part dans ma carrière. C'est la sociologie urbaine d'un côté, urbanisme, aménagement du territoire, et de l'autre, la sociologie des religions, et plus précisément d'ailleurs la sociologie du catholicisme. Et je vais commencer par la sociologie urbaine, urbanisme, aménagement du territoire. C'est d'ailleurs dans ce domaine que j'ai eu la majorité de mes cours. Finalement, à l'université, j'enseignais surtout la sociologie urbaine, les cours d'urbanisme. J'avais deux cours d'urbanisme et d'aménagement du territoire, un en sociologie et un pour les ingénieurs. Et c'est là aussi que j'avais un séminaire. Donc ça a vraiment été la base première de mon enseignement. Comme je l'ai dit aussi, j'ai commencé à travailler avec Jean Remy et c'est avec lui que nous avons publié toute une série de livres autour de la ville. Alors le premier que nous avons écrit, c'est ici, La ville et l'urbanisation, qui a été traduit par la suite en espagnol et en portugais. On avait pas mal d'étudiants espagnols et portugais à l'université francophone de Louvain, et notamment les Portugais parce qu'ils fuyaient le régime portugais. Et comme ils étaient catholiques, eh bien, ils venaient à l'université catholique de Louvain. On a eu énormément de Portugais avec qui on a d'ailleurs entretenu à travers l'ISLF de très bons contacts. Alors, dans ce premier ouvrage avec Jean Remy, notre préoccupation, c'était de montrer le rôle de l'espace dans la vie sociale. L'espace, ce n'est pas seulement un réceptacle, si vous voulez, mais on peut presque dire que c'est aussi un acteur. L'acteur intervient dans le fonctionnement des individus et de la société. Et dans ce livre, je peux dire que le concept central, c'est le concept d'urbanisation. Et nous entendons par urbanisation non pas, on ne lui donne pas le sens que dans la vie courante on lui donne, notamment en Amérique latine. Urbaniser, c'est développer une zone construite. Mais pour nous, l'urbanisation, c'est un processus qui affecte aussi bien la ville que la campagne et qui modifie le rapport à l'espace et par là les modèles culturels et la structure sociale. C'est un processus qui est pour nous fondamentalement lié à la mobilité qui devient techniquement possible. On a des trains, on a peu à peu des voitures, on aura des avions plus tard, mais ça nous intéresse moins pour notre propos, puisque c'est décollé par rapport à l'espace d'ailleurs. Donc une mobilité techniquement possible, mais aussi et surtout socialement valorisée. Bouger devient positif. Et l'opposé, c'est rester chez soi, avoir un esprit de clocher, c'est avoir un esprit étroit, ne pas être ouvert sur les réalités du monde. Et donc l'urbanisation va donner, dans le sens où nous l'entendons, mobilité, l'urbanisation va donner cette possibilité d'aller voir ailleurs et surtout de souhaiter voir ailleurs. Alors, moi je présentais toujours aux étudiants le résultat de l'urbanisation en faisant deux schémas. Si vous voulez, je peux vous montrer ici, dans la société rurale traditionnelle, je dis bien traditionnelle, tout est dans tout. Je nais dans une famille, cette famille m'insère dans un village, à partir de là j'ai des activités, j'ai une idéologie, j'ai des appartenances, j'ai des amitiés liées au village, les enfants vont à l'école au village et je travaille en gros au village. C'était le cas à Marchin par exemple avant. Et
Et donc, c'est contraint, cela, parce que je n'ai pas la possibilité d'aller voir ailleurs. Donc, je suis coincée, si vous voulez, dans un environnement relativement fermé, où tout le monde connaît tout le monde, et où tout le monde contrôle tout le monde. Hein. Il y a un contrôle social énorme. Par exemple, si vous trompez votre femme, tout le monde le sait, et on vient, comme on disait ici, pelleter devant chez vous. C'est-à-dire qu'on prend des couvercles de casserole et on tape dessus avec des couverts pour vous montrer que c'est très mal. Ou bien, il faut bien vous cacher. Tandis qu'à partir du moment où il y a mobilité, qu'est-ce qu'on trouve? L'individu, il va habiter quelque part, mais il va aller travailler ailleurs. Les enfants vont aller à l'école ailleurs, éventuellement dans différentes écoles. On a ses amis ailleurs, on a ses loisirs ailleurs. Toutes les activités sont dissociées spatialement. Hein. Donc, ce qui change très fortement les choses, c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça donne beaucoup plus de liberté. Quand le mari va travailler quelque part et la femme ailleurs et les enfants sont encore ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. On sait juste ce qui se passe quand tout le monde est à la maison. En dehors de ça, on ne sait pas. Donc il y a une possibilité de liberté, il y a une possibilité de secret qui est beaucoup plus grande. Il y a une connaissance réciproque partielle. On ne sait pas comment est son conjoint dans son activité professionnelle. On en sait très peu de choses en général. Et un autre élément aussi, c'est que cette possibilité technique de mobilité va modifier le rapport au temps. Hein. Le temps, ce n'est plus la même chose. Et ça va être maximisé avec l'avion, puisque par exemple, on ne sait plus combien il y a de kilomètres. En tout cas, moi, je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre Bruxelles et New York, mais je sais qu'il me faut 6 à 7 heures. Hein. Donc, alors qu'avant, on lisait le temps à travers l'espace, le cadran solaire montant très bien, hein, l'aiguille du cadran qui tourne avec l'ombre du soleil. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On mesure l'espace à travers le temps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vous dire les kilomètres, mais qui vous disent, ça me prend... on vous a dit aussi, on vous a pas dit les kilomètres pour venir ici, on vous a dit, ça vous prend 3/4 d'heure. Quoi. Hein. Donc, c'est très important, parce que le temps et l'espace, ce sont quand même deux variables tout à fait fondamentales de l'organisation de la vie des êtres humains. Et donc, ce que nous avons voulu montrer, c'était comment, précisément, cette mobilité possible et valorisée allait changer tout à fait les rapports avec l'espace et les rapports entre les gens. Hein. On n'est plus dans le même contexte. Et pour nous, cette urbanisation, elle va d'abord affecter la ville, mais elle va aussi affecter la campagne. Nous vivons ici à Marchins dans un village, mais nous ne vivons pas dans des cercles concentriques. Nous avons nos amis ailleurs, nous allions travailler, Carole à Leuven et moi à Louvain-la-Neuve. On va au concert à Bruxelles, on a pas mal d'amis à Leuven. Bref, on a un espace qui est tout à fait éclaté, qui est tout à fait partialisé. Hein. Et donc ici, à l'intérieur du village, on a assez peu de contacts. Et ce n'est pas seulement vrai pour nous. Il n'y a presque plus d'agriculteurs dans ce village. Il y a encore un vétérinaire qui a les moutons qui sont derrière chez nous et les vaches qui sont devant. Ça lui appartient parce qu'il est devenu, au fond, un entrepreneur agricole. Il est le patron des éleveurs de moutons de Belgique. Il a des centaines de vaches. Il a un élevage de taureaux. Il a des machines hyper sophistiquées. Donc, ce n'est pas un fermier, ce n'est plus non plus un vétérinaire, c'est un entrepreneur. Hein. Et il y a à Marchins, pour vous donner aussi un indice de l'urbanisation d'un village comme celui-ci, nous avons appris par la première échevine, qui est une de mes anciennes élèves de l'ISCO d'ailleurs, nous avons appris par elle qu'il y a à Marchins, c'est une commune d'environ 5000 habitants, il y a une centaine de médecins qui habitent ici. Pas des médecins qui professent ici, je crois qu'il y a 4 ou 5 médecins, mais il y a quelques très grands hôpitaux. Il y a l'hôpital universitaire de Liège, il y a un hôpital à Namur, il y a un hôpital de l'université catholique ici, pas très loin, il y a l'hôpital de Huy. Et donc, ce sont des médecins spécialistes qui habitent à la campagne, dans les environs, hein, et qui résident à Marchins. Et il suffit d'ailleurs de voir les Porsche, les grosses BMW et autres Mercedes qui traversent le village. C'est manifestement pas des ruraux traditionnels, quoi, hein. Donc, l'urbanisation touche aussi la campagne, et donc nous avons récusé avec Jean l'idée d'une opposition radicale ville-campagne. Hein. Avant,
C'était un peu comme ça, quoique la ville était encore très marquée par la campagne. La ville était souvent le marché agricole, hein, pas seulement, mais notamment. Mais aujourd'hui, vous pouvez habiter Marchand et vivre en parfait urbain. Donc ça, c'était le thème, c'est le thème de la ville et l'urbanisation autour de l'idée de urbanisation comme possibilité technique de mobilité et valorisation sociale de la mobilité. Le deuxième livre que nous avons écrit avec Jean, c'est Ville, ordre et violence, hein, où notre propos, c'était, comme le titre l'indique, l'ordre, mais surtout la violence. Mais pas d'abord la violence physique. Bien sûr, il y a de la violence dans la ville, hein, mais il n'y a pas de la violence que dans la ville, d'ailleurs, et dans la campagne traditionnelle, il y avait aussi beaucoup de violence. Mais ce qui nous intéressait, c'était la violence symbolique. Comment il y a une imposition de modèles considérés comme les seuls bons, comme les seuls positifs, et rejet, dévalorisation de tous les autres modèles. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des maisons des Arabes, hein, avec l'organisation interne du living. Ça, c'est mal habité. Hein, donc ces gens n'habitent pas selon les bonnes règles. Qu'est-ce que c'est ça? Donc un jugement de l'assistante sociale qui va dire oui, mais ça ne peut pas aller, hein, ils doivent mettre la table au milieu et des chaises autour, quoi. Donc il y a un bien habité et tous les autres modèles sont récusés. Et puis de manière beaucoup plus importante encore, toutes les questions de la rénovation urbaine, où là, il était question du moins le discours officiel, d'évacuer les taudis ou les maisons délabrées, détériorées. Et l'ambition, c'était de détruire ça. En fait, on disait, oui, mais ces gens habitent mal, et il y avait une association, ils habitent mal physiquement, donc ils sont moralement mauvais. Hein, on passait très facilement à une valeur, à une évaluation éthique. Ça, c'était le projet dit publiquement, mais sous la main, c'était récupérer des espaces bien localisés qui permettaient d'utiliser ces espaces de manière plus valorisable pour les promoteurs, mais aussi pour la ville, hein, d'avoir dans la ville non plus ce peuple vulgaire et qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est un peu comme ça qu'on a fait à Paris. Paris, une ville bourgeoise, et puis la ceinture ouvrière tout autour. On a fait ça un petit peu partout à l'époque, et on l'a fait notamment à Bruxelles. Parce que l'espace, c'est une ressource, hein, et avoir des espaces bien placés, ce sont des atouts extrêmement importants, ça donne du pouvoir, ça permet aussi une identité de qualité. Quand par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Molenbeek, hein, avec les attentats, j'ai entendu des jeunes disant, dire qu'on habite Molenbeek, on ne peut plus parce que du coup, on est catégorisé comme des musulmans dangereux, quoi, hein. Donc l'espace, c'est une ressource positive ou négative et ça joue sur votre pouvoir, ça joue sur votre identité. Hein, on sait très bien qu'il y a des quartiers dont on dit ça, c'est des quartiers bourgeois, et si vous donnez votre adresse, on va pouvoir dire si vous habitez bien ou si vous habitez mal. Alors, un exemple sur lequel moi j'ai pas mal travaillé, c'est sur le quartier des Marolles à Bruxelles. J'ai travaillé ça dans la perspective de Castells, dans la problématique des mouvements sociaux urbains. Castells a élaboré toute une théorie des mouvements sociaux urbains, c'est-à-dire des luttes entreprises par les habitants de ces quartiers voués à la rénovation, leur lutte pour garder leur quartier. Et Castells a étudié ça, notamment à Paris, mais aussi en Espagne et dans différents pays. Et il a fait toute une grille où les principaux éléments de la grille, c'est quel est l'enjeu. Pour les habitants, c'est rester habiter là-bas. Mais l'enjeu des promoteurs, c'est de construire des logements qui pourront louer ou vendre beaucoup plus cher. Quels sont les acteurs? Alors, il y a évidemment les habitants, mais les habitants sont faibles par définition, hein. Ce sont des pauvres, hein. Ce sont des gens pas instruits. Donc, ils vont être soutenus par ce que Castells s'appelle des aidants, c'est-à-dire des personnes en position sociale, politique, plus favorable, si vous voulez, qui vont les soutenir et les aider et organiser leur mouvement.
Et en Belgique, c'était très intéressant, et ça a toujours étonné beaucoup Manuel, c'est que dans tous les mouvements socio-urbains belges, il y avait un prêtre. Je vais revenir sur le cas des Marolles après à ce propos-là. Donc les acteurs, quelles actions mènent-ils? Des pétitions, ils font intervenir les médias, ils font des sittings, ils font des manifestations, etc. Donc ils veulent rendre visible leur combat pour s'attirer des alliés. Et puis les aidants, comme je l'ai dit, et les opposants qui viennent les aider et qui luttent contre eux. Et alors finalement, les effets, quels sont les effets spatiaux? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce qu'on va démolir ou au contraire, est-ce qu'on va garder? Quels sont les effets sociaux? Est-ce que les gens vont être malmenés et perdre encore de leur pouvoir? Parce que très souvent, dans ces quartiers qu'on rénovait et qui étaient centre-ville assez bien, on envoyait les gens habiter dans les périphéries et pour eux, c'était dramatique parce que tous les petits boulots qu'ils pouvaient faire en étant proches du centre-ville, quand ils étaient loin du centre, ils ne pouvaient plus les faire. Donc il y avait un manque d'accessibilité qui les empêchait d'exercer toute une série d'activités dans lesquelles ils étaient impliqués jusque-là, qui étaient des petites activités, mais qui leur permettaient de vivre. Donc les effets sociaux, les effets psychologiques, je pense à certains exemples de Paris où on avait rénové dans le 13e arrondissement tout un quartier, et où c'était des personnes âgées qui vivaient dans des pauvres petites maisons ouvrières, et où alors on les relogeait, mais on ne les relogeait pas ensemble. Or, toute leur vie sociale, elle était organisée sur les relations de voisinage. Et on ne leur recréait pas leur épicerie et leur café, alors que ça, c'était des lieux de solidarité, de connivence. Et donc, ils étaient complètement perdus, au point d'ailleurs que certaines personnes en sont mortes. Et ce n'est pas de la légende, c'est vraiment comme ça, on a étudié la chose. Et quels sont les effets politiques? Est-ce que ça a des retombées sur le politique? Est-ce que ça change les majorités électorales ou pas? Donc, il y avait toute cette grille élaborée par Manuel Castells, et que moi j'ai reprise dans un certain nombre de cas, et notamment sur le cas des Marolles à Bruxelles. Alors, les Marolles, j'avais fait là un très mauvais petit schéma. Il y a à Bruxelles le quartier Louise, qui est un quartier très chic de Bruxelles, sur le haut de la ville, qui débouche sur une place où il y a le palais de justice. Et en contrebas du palais de justice, parce que Bruxelles est sur deux niveaux. Il y a la ville haute, qui a toujours été la ville des nobles, de la bourgeoisie, du pouvoir. Le Parlement est là, le palais du roi est là. Et puis la ville à la fois marchande, avec la Grand Place, la bourgeoisie marchande, mais aussi avec les pauvres, dans le bas de la ville. Et là, vous avez le quartier des Marolles. Et si vous remontez un peu des Marolles vers le palais de justice, vous tombez sur le Sablon, qui est aussi un quartier très chic de Bruxelles, où vous avez les grands antiquaires, où vous avez les grands chocolatiers, où vous avez toute une série d'activités nobles. Et donc, détruire les Marolles, c'était permettre au quartier Louise de s'agrandir vers un autre quartier, et c'était permettre aux activités du Sablon de s'étendre aussi vers les Marolles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a appelé la sablonisation ici. Donc il fallait récupérer ces terres où avaient envie d'habiter notamment les gens, les magistrats, les avocats qui travaillaient au palais de justice, mais aussi où voulaient venir des activités plus nobles, disons. Et donc le mouvement des Marolles a été un des plus célèbres de Belgique, mais aussi à l'étranger. Je vais dire tout de suite que le quartier des Marolles existe toujours, grâce en particulier à l'abbé Van der Biest, qui est mort il y a peut-être un mois, qui a pris ça en main. C'était un abbé bruxellois typique, avec son franc-parler, et qui a vraiment pris en main la défense du quartier des Marolles. Et il a pris la tête de mouvement, il a fait des pétitions, il a été rejoint par toute une série d'acteurs de la démocratie chrétienne, des syndicalistes, des gens aussi d'inter-environnement, mais qui étaient eux aussi très liés à la démocratie chrétienne. Donc il y a eu toute une association vraiment où la démocratie chrétienne, avec différentes instances, a joué un très grand rôle pour sauver les gens des Marolles. Et donc ça, c'était évidemment un très beau cas que moi j'ai étudié avec l'aide de Manuel, qui est venu plusieurs fois ici. Mais l'idée, c'était aussi de dire, en nettoyant ces quartiers de leur population minable, on va créer de l'ordre et on va créer de la sécurité. Donc vous voyez qu'il y a toujours, entre l'évaluation de l'espace et l'évaluation morale, on met très facilement un lien qui est très important.
ça, c'est pour notre livre Ville, ordre et violence. Et puis, on a fait un troisième livre ensemble, qui est La ville vers une nouvelle définition. Et là, ce que l'on peut mettre au centre, c'est que le livre est centré sur ce que nous avons appelé la logique d'appropriation d'un espace déjà constitué. L'espace est là, et comment font les gens pour vivre dans cet espace? Comment ils gèrent cet espace? Comment ils s'organisent dans cet espace? Et nous avons montré que, d'abord, on part du fait qu'il y a différentes possibilités, différents atouts des différentes populations et des différentes activités. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Il y a des gens qui ont plus de capacité, de pouvoir, par exemple, d'acheter une maison où ils veulent. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ces possibilités-là. Ils vont dans ce qui est laissé. Ils vont là où il y a des trous, où les autres ne veulent pas aller. Même chose pour les activités. Il y a des activités nobles, si je peux les appeler comme ça, qui peuvent choisir où elles vont. Par exemple, à Bruxelles, on va avenue Louise, on va boulevard de Waterloo. Là, vous avez les grands couturiers français, par exemple. Ils sont tous avenue de Waterloo. Vous avez des très grands bijoutiers. Et avenue Louise aussi, vous avez ça, moins marqué que avenue de boulevard de Waterloo, mais quand même. Et donc, ça, ces gens, ils disent où ils veulent aller. Et ils ont les moyens de payer. Et puis, il y a les autres, ils prennent ce qui reste. Donc, des atouts différents. Et donc, nous avons travaillé cette logique d'appropriation autour de ce que nous avons, qui est un thème récurrent dans nos travaux avec Jean, le système social, le système culturel et le système de la personnalité. Ça veut dire le système social, le champ des possibilités qui sont mobilisables. Qu'est-ce que j'ai comme force qui me donne des atouts pour choisir mon espace, par exemple. Donc des rapports inégalitaires, des rapports sociaux inégalitaires. Et ça veut dire qu'un même espace n'a pas la même signification pour tout le monde. Par exemple, je disais tout à l'heure, pour renvoyer des gens qu'on a délocalisés d'un centre pour les mettre en périphérie, c'est les envoyer dans des espaces où ils perdent de leur potentialité. Quand vous avez un certain statut social, au contraire, vous pouvez habiter loin et comme ça, on ne vous voit pas. Et vous avez beaucoup plus de pouvoir, donc vous renforcez votre pouvoir. Donc le même type d'espace, l'éloignement n'a pas le même effet selon la catégorie sociale. Ça, c'est le système social. Le système culturel, là, on insiste sur les codes de représentation, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la distance et la proximité. Si je donne un exemple du haut et du bas, par exemple, traditionnellement, dans beaucoup de villes, et c'était notamment frappant dans l'urbanisme de Haussmann à Paris, c'était les bonnes qui habitaient au dernier étage. À partir du moment où il y a eu l'ascenseur, ce sont les PDG qui ont leur bureau au dernier étage. Moi, j'ai fait une petite recherche sur des patrons en Belgique. Quand j'allais voir les patrons, je prenais l'ascenseur pour arriver au 15e. Et plus vous êtes bas dans la hiérarchie, plus vous habitez bas. Donc il y a toujours ce système d'opposition dont les traductions concrètes varient, mais elles existent toujours. Vous avez toujours un haut et un bas, un devant, un derrière, etc. Et donc là, on a aussi travaillé à partir de Goffman, qui montre le fait d'avoir des coulisses ou de ne pas en avoir. Si vous prenez, je m'étonne d'ailleurs, j'y pensais l'autre jour parce que nous étions allés manger dans un restaurant ici tout près, les cuisines ouvertes dans un restaurant. Goffman montre que dans un restaurant où la cuisine est séparée, les garçons, ils prennent le pain avec leurs mains, et éventuellement autre chose que le pain, et quand ils viennent à votre table, ils prennent des gants ou bien ils prennent une pince pour vous servir le pain. Ils ont donc des coulisses où ils peuvent faire ce qu'ils ne veulent pas montrer. Quand vous avez une cuisine ouverte comme maintenant, la cuisine est ouverte sur la salle de restaurant, vous n'avez jamais de coulisses, donc vous perdez un pouvoir d'une certaine façon, vous perdez une certaine autonomie. Et le système de la personnalité, c'est la capacité de présenter, la présentation de soi. Comment on se crée une identité. Et là, je me souviens avoir fait dans un séminaire de sociologie urbaine, j'avais envoyé les étudiants, je crois que c'était à Wavre, regarder les façades des maisons et voir comment les gens décorent leurs façades. Alors, pour le dire schématiquement à l'époque, mais il y a d'autres variantes possibles, mais il y a toujours cette opposition. Dans les milieux bourgeois,
on tire les rideaux et on ne laisse pas voir ce qui est à l'intérieur. Dans les milieux populaires, parfois il n'y a pas de rideau, mais quand il y a un rideau, on met devant le rideau pour qu'on le voit de la rue, on met les beaux objets. Et notamment, je me souviens avoir vu dans plusieurs maisons des photos de mariage orientées vers la rue. Donc c'est une toute autre manière de se présenter. Pour le dire d'une manière un peu brutale, les bourgeois se cachent, hein, privilégient le secret, leur non-visibilité, et les milieux populaires vont tendance à exposer ce qu'ils estiment être des signes de leur... par exemple, les photos de mariage avec la mariée en blanc, ça c'est un signe quand même, on s'est marié à l'église, hein, la photo étant souvent sur la porte, au portail de l'église. Donc, ça, c'était les thèmes de la ville vers une nouvelle urbanisation. Et puis, il y a ville et transactions sociales, mais je n'en dirai pas grand-chose parce que ça, c'est un livre que moi, j'ai édité pour les Méritas de Jean Remy. Donc, c'est un ensemble d'articles qui ont été écrits par des collègues ou par des doctorants autour des travaux de Jean Remy et notamment autour du thème de la ville et du thème de la transaction sociale dont je parlerai plus tard.